Bonjour. Maintenant vous connaissez un peu, vous êtes habitués à cette émission que nous réalisons donc à la librairie du cinéma du Panthéon, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Et je vous propose d'assister à la nouvelle controverse en présence de Carole Aurouet. Et merci d'être venu à la librairie du Panthéon. Bonjour Jean-Max Méjean. Merci. Donc je vais vous présenter, et puis je suis désolé, j'ai des feuilles parce que votre CV est tellement, comment dire, riche. Alors, docteur en littérature et latine à l'université de la Sorbonne, France, Gustave Eiffel en études cinématographiques. Vous êtes membre du laboratoire Littérature, Savoir et Art et du consortium du projet ANR Ciné 0819, Histoire du cinéma en France de 1908 à 1919, porté par Laurent Verret. Vous êtes spécialiste de Prévert et vos recherches sont centrées sur les relations qu'entretiennent la littérature et le cinéma, plus spécifiquement la poésie et le cinéma. À votre actif, une soixantaine d'articles. Arrêtez-moi si je me trompe, une centaine de conférences, une dizaine de co-directions d'ouvrages. Alors, dans la co-direction d'ouvrages, le plus récent, de 2022, c'est Lucidora qui êtes vous, deux livres que vous avez écrits, dont notamment Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet, chez Grémez, Guillaume Apollinaire, L'Étoile de mer, poème de tel que l'a vu Manré, toujours chez Grémez, et vous dirigez 3 collections, si je ne m'abuse, le cinéma des poètes chez Quidam, les films sélectionnés chez Grémez et le cinéma invisible. Qui va voir le jour en 2023 aux éditions Invenit, mais c'est une collection sur laquelle je travaille depuis 8 ans et qui va proposer des scénarios inédits d'artistes, que ce soit des plasticiens, des cinéastes, des poètes, c'est extrêmement varié. Qui donc va proposer ces scénarios inédits à la lecture, et ces scénarios vont être présentés, contextualisés de l'artiste en question. L'énumération de votre CV qui donne le vertige vraiment conséquent m'amène à une question. Donc notamment, que pensez-vous de l'édition des livres consacrés au cinéma ? Les maisons d'édition, qu'elles soient spécialisées en cinéma ou non, d'ailleurs, jouent un rôle extrêmement important et tout à fait protéiforme dans la diffusion du cinéma. Elles permettent d'offrir aux spectateurs qui deviennent des lecteurs des outils pour mieux comprendre les films, le travail des cinéastes. Elles leur donnent les moyens d'approfondir leurs réflexions, leurs connaissances. Et je trouve que c'est vraiment un type d'édition extrêmement important, parce que ça permet d'une part de valoriser le 7e art, et ça permet d'autre part de contribuer à développer la cinéphilie de ces spectateurs qui deviennent lecteurs. Donc des éditions très importantes, des éditions qui malheureusement se trouvent dans une situation délicate en ce moment, parce qu'en fait les essais, et particulièrement les essais cinématographiques, sont de moins en moins nombreux, se vendent de moins en moins. Il suffit de regarder, alors non pas ici dans la librairie du cinéma du Panthéon qui est spécialisée en cinéma, mais dans les librairies générales ou dans les grands magasins culturels type la Fnac, les rayons de cinéma, en fait, ils sont de plus en plus petits. Et dans ces rayons de cinéma, on va trouver essentiellement 2 choses. D'une part, des manuels, des guides, des choses très techniques, et puis d'autre part, des biographies, ou plutôt je devrais dire des agiographies ou des autobiographies écrites souvent par d'autres, et donc un type de littérature qui n'est pas d'un intérêt majeur. Donc des essais qu'on pouvait vendre il y a encore 15 à 20 ans, 2000, 3000 exemplaires assez facilement, se vendent aujourd'hui à 200, 300 exemplaires, souvent uniquement. Donc cette situation, elle est délicate.
C'est une situation aussi qui, de fait, a une influence sur l'édition elle-même, parce que les éditeurs deviennent de plus en plus frileux, parce que les auteurs sont de moins en moins reconnus et ne sont quasiment plus du tout rémunérés pour le travail qu'ils font. Peut-être qu'on peut préciser un peu les choses. C'est difficile de donner des chiffres parce que ça dépend de la taille du livre, ça dépend d'un certain nombre de paramètres, mais globalement, il faut quand même savoir qu'un auteur d'essai cinématographique va toucher 4 à 6% de droits d'auteur sur le prix hors taxe du livre. En plus, quand il voit ses droits d'auteur, mais ça c'est encore une autre question. Après, on va avoir à peu près 10-15% qui vont être consacrés à la maquette et à la publication de l'ouvrage. Mais en ce moment, ce qui est très compliqué, c'est la hausse du prix du papier. Depuis la guerre en Ukraine, il y a à peu près 30% d'augmentation. Donc vous voyez, c'est un poste qui va encore gonfler. Ensuite, on va avoir l'éditeur qui va avoir pareil 15-20%. Et puis on a la distribution-diffusion qui prend 55 à 60% du prix du livre. Alors dans cette distribution-diffusion, il y a à peu près 35-40% qui vont aux libraires. Mais ce qui est particulier aussi, et qui n'arrange pas cette situation, c'est que les livres peuvent être retournés par les libraires s'ils ne sont pas vendus. C'est quand même un des rares produits qui peut être retourné s'il n'est pas vendu. Donc une situation qui est assez compliquée, alors que l'édition de livres de cinéma, c'est absolument capital. Et de fait, c'est un combat qu'il faut mener. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à se battre pour éditer ce type de livres. Et comment est-ce que vous avez la réponse pour expliquer cette désaffection par rapport aux livres de cinéma ou de livres sur le cinéma? La question mérite évidemment d'être posée, mais elle est très complexe et elle dépasse, je pense, le seul champ cinématographique. C'est-à-dire qu'effectivement, les essais, de manière générale, se vendent de moins en moins. On va avoir plutôt sur le devant de la scène les romans, certes, et puis les guides pratiques, les ouvrages très pragmatiques qui vont donner un certain nombre de conseils pour la vie de tous les jours. Donc je pense que c'est un phénomène plus global, peut-être de zapping un peu intellectuel, de manque de curiosité et d'approfondissement de la part des nouvelles générations. C'est pour ça qu'il faut continuer à les exposer, à les inciter à réfléchir pour garder cet approfondissement-là, justement. Vous trouvez, vous, qu'il y a un appui de la part des maisons d'édition par rapport à la divulgation et à la distribution de ces ouvrages? Alors il peut y avoir aussi des aides du côté des laboratoires, des aides à la publication qui vont permettre d'éditer des essais qui sinon ne verraient pas le jour. Et puis il est tout à fait aussi possible désormais de solliciter des aides de la part du CNC qui propose une aide financière pour les ouvrages de cinéma, mais aussi du CNL. Donc heureusement qu'on a ces systèmes d'aide qui viennent aussi aider et qui permettent que ces publications puissent encore se faire. Et qu'y a-t-il comme contrepartie, en fait? Quand on obtient une aide? Oui, est-ce qu'il faut, évidemment, il faut que le nom de l'université figure sur la couverture, j'imagine, mais oui, à part... j'ai envie de dire que c'est tout. Le logo de l'université, et heureusement, il y a une grande liberté intellectuelle, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de relecture. Non, c'était pas ça, je disais, est-ce qu'il vous aide après à en vendre auprès des étudiants? Est-ce qu'on le trouve dans les bibliothèques universitaires? Non, il n'y a pas de... Alors ça, c'est des choses indépendantes, c'est-à-dire qu'il va y avoir une aide financière qui va permettre de publier l'ouvrage, mais ensuite, non, il n'y a pas d'aide à la vente. Si on veut que l'université possède l'ouvrage dans sa bibliothèque, soit l'étudiant en fait une demande, soit l'enseignant peut en faire une demande. Par exemple, tous les ans, je fais une liste en disant qu'en fonction des cours que je donne, il serait important que figure dans notre bibliothèque universitaire un certain nombre d'ouvrages, et la bibliothèque universitaire va acheter, en l'occurrence, l'ouvrage ou les ouvrages concernés. Mais elle n'achète pas nécessairement les ouvrages pour lesquels elle a accordé un financement. À ma connaissance. Par contre, ce qu'elle a tendance à faire, la bibliothèque universitaire, c'est à acheter les ouvrages qui ont un lien avec les enseignants-chercheurs qui sont dans cette université. Oui, ça paraît logique. Oui. Alors ça me permet de rebondir sur une question qui était prévue, et vous y répondez de la manière qui vous semble la plus appropriée. N'existe-t-il pas un entre-soi universitaire? Parce qu'en fait, est-ce que c'est pas ça qui dégoûterait les gens de lire des ouvrages? Ça s'appelle la controverse, parce qu'on va rentrer là effectivement dans une sorte de controverse. Non, il n'y a pas d'entre-soi universitaire dans l'édition de cinéma.
tout le monde a sa chance et tout le monde peut ouvrir la porte. Il y a d'un côté, certes, des enseignants-chercheurs qui écrivent et qui dirigent des collections et qui publient. Et en ces temps de zapping, de superficialité, je trouve que c'est très important que des enseignants-chercheurs consacrent 10 ans, souvent, à un ouvrage, et aillent vraiment au fond du sujet. Et c'est heureux qu'ils soient là pour le faire et qu'ils puissent le faire. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a à côté des ouvrages universitaires, des ouvrages de journalistes, des ouvrages de cinéphiles, et il y a différents niveaux, différents genres. Afin de convenir à tout le monde, c'est important que ça reste complètement ouvert et qu'il y ait différents points de vue, différents approfondissements. Mais il est vrai, et je pense que peut-être votre question, je vais vous piquer un peu, mais le montre, il est de bon ton aujourd'hui, c'est un peu pour ça que je m'enflamme aussi, il est de bon ton, je trouve, de taper sur les universitaires, et je pense qu'on se trompe de cible. Et ceux qui ont cet avis-là sur les universitaires, je les invite simplement à venir passer par exemple 15 jours à l'université avec moi et vivre le quotidien d'un enseignant-chercheur, à découvrir les conditions de travail qui sont les nôtres, et je pense qu'ils changeront très très rapidement d'avis. Il y a justement aussi, je les invite à regarder un documentaire qui vient d'être tourné, qui s'appelle Prof de fac, une vocation mise à l'épreuve, c'est peut-être pas tout à fait le sous-titre, mais c'est l'idée. Qui va d'ailleurs être diffusé sur Arte cet été, le 12 juillet je crois, et qui est en ligne sur Arte. Et il y a ces conditions de travail qui sont difficiles et ces enseignants-chercheurs qui sont vraiment investis et qui donnent de leur temps pour essayer de donner la parole à tous. Pour étayer mon propos, je vais vous donner quelques exemples tirés de mes collections, puisque c'est ce que je connais le mieux. Le cinéma des poètes que je publie aux éditions Quidam contient des essais qui sont à la fois signés par des universitaires et des non-universitaires. Si je prends les deux derniers essais qui viennent de paraître, Colette et le cinéma et Ezra Pound et le cinéma, effectivement, il y a deux universitaires, Paola Palma pour Colette et Sébastien Denis pour Ezra Pound. Mais si je me projette à la prochaine rentrée avec les prochains titres, il va y avoir un Audiberti et le cinéma par Bernard Fournier et un Pierre de Mandiargue et le cinéma par Alexandre Castan. Et sous ces deux auteurs ne sont pas universitaires. Ce qui est important, c'est pas si l'auteur est universitaire ou non, c'est la qualité du texte, c'est la qualité de l'analyse, et c'est aussi l'état d'esprit de l'auteur. Est-ce qu'on va être dans une relation constructive, d'échange, de discussion ou non? Et à partir de là, le livre va pouvoir voir le jour, il plaira, il ne plaira pas, il ne fera pas l'unanimité, et c'est très bien comme ça, mais en tout cas, il aura le mérite d'exister. Comme ça, mais on remettait pas en cause avec cette petite question. On sait très bien, étant moi-même enseignant, que c'est très difficile, que ce soit en lycée, au collège ou à l'université. Non, par exemple, on va prendre un cas concret. Je connais un étudiant qui veut écrire un livre sur le cinéma. Tu vas en trouver, c'est pas. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Un livre sur le cinéma, c'est très très vaste. Enfin, donc qu'est-ce qu'il veut écrire, etc. Donc c'est difficile de vous répondre dans l'absolu. Mais à partir de là, il faut qu'il fasse un état des lieux de ce qui existe en matière de collection, d'édition, de publication, qu'il choisisse l'éditeur qui lui paraît le plus convenir à son ouvrage. Il peut faire une liste, évidemment, de son éditeur préféré, et puis descendre en fonction des paramètres. Et à partir du moment où il aura trouvé une collection, un éditeur qui lui paraît convenir, il va pouvoir le contacter, soit échanger directement avec lui, soit si son manuscrit est fait, directement lui soumettre. Et à partir de là, ça va intéresser, ça ne va pas intéresser, et les choses s'enchaîneront. Peut-être que s'il a déjà écrit, on lui demandera éventuellement de retravailler, d'avancer, de s'inscrire peut-être davantage dans des types de publications existantes ou non. Enfin, après, toutes les situations sont possibles. Donc, en tout cas, il faut, comme souvent, taper aux portes et puis échanger, discuter et voir ce qu'il est possible de faire, bien sûr. Concrètement, envie d'écrire un livre sur, je ne sais pas, je vais pas prendre d'exemple, il vous fournit le manuscrit ou le projet et vous vous engagez à le lire, quoi. Voilà, c'est ça. Alors moi, je ne peux pas parler pour tous les directeurs de collection ou les éditeurs, mais moi, pour ma part, je réponds constamment. Donc, généralement, je préfère qu'on échange d'abord sur un projet qu'avoir un manuscrit tout fait qui ne pourra pas forcément répondre au chemin de fer d'une collection et qu'il faudra remanier. Mais enfin, peu importe, tout est possible. Mais je réponds à toutes les personnes, que ce soit des étudiants ou des universitaires, sur le projet. Je réponds constamment en disant soit qu'il m'intéresse, soit qu'il ne m'intéresse pas. Et s'il m'intéresse, évidemment, on va plus loin pour
pour en parler, j'explique les conditions de publication, le nombre de signes, les chemins de fer, etc. Bien sûr. De poser des questions du faux naïf, mais je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'au moins ça prend une consistance. Mais moi, je suis parfaitement d'accord. Voilà. On se demande toujours quand on est jeune, plein d'idées et d'enthousiasme, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous commencez déjà à répondre. Moi, je suis ravie que vous me posiez cette question parce qu'effectivement, c'est des points qu'on aborde assez peu souvent. Et pour vous donner un exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, j'avais envie de publier des ouvrages et j'ai écrit aux éditeurs. Et c'est comme ça que j'ai dirigé un premier numéro de Cinémaction qui était édité par Corlet et Télérama sur Jacques Prévert. Et je continue à faire ça actuellement, c'est-à-dire que on parlait de la collection Les films sélectionnés chez Grémézet. En fait, j'avais découvert cette collection ici, dans cette librairie, et j'ai eu envie de proposer un ouvrage, en l'occurrence sur l'étoile de mer de Man Ray et Robert Desnos. Et j'ai écrit à l'éditeur en disant que je venais de découvrir sa collection, que j'avais envie de proposer un ouvrage. Est-ce qu'il serait intéressé par un ouvrage sur un court-métrage, parce que c'était pas évident, c'est un film qui dure 15 minutes. Les choses se sont faites. En tout cas, moi, j'ai toujours procédé de la sorte, même quand j'étais étudiante. Donc je vais vous inviter à choisir, à tirer au sort dans ce bocal un petit morceau de papier plié sur lequel il y a un mot, une partie de phrase, quelque chose. D'accord. Et vous nous direz ce que ça vous évoque. Alors, les interdictions. Les interdictions, j'ai envie de dire qu'elles existent pour être contournées. Je prends un autre petit papier. Le choix. C'est difficile évidemment de choisir. Je pense souvent à un graffiti en fait que m'avait envoyé Bertrand Tavernier. Je l'avais sollicité quand j'étais étudiante alors que je préparais une publication sur Jacques Prévert et je voulais en fait qu'il exprime en une phrase, en un graffiti, ce qui est une habitude de Prévert, d'écrire des graffitis, ce qu'il pensait de Prévert. Et il m'avait envoyé le graffiti suivant: comment a fait Jacques Prévert pour être toujours du bon côté de la barricade? Et ça, c'est une question que je me pose souvent dans tous les domaines et pas uniquement dans le domaine de l'édition. Comment être toujours du bon côté de la barricade? Et effectivement, ça implique des choix. Et des choix qu'il est parfois difficile de prendre. On peut se tromper, ça arrive, mais en tout cas, il faut essayer de prendre les bonnes décisions, oui, effectivement. Correction. Alors, les corrections, ça fait partie de ma vie, évidemment. Il y a d'une part les corrections des travaux des étudiants, les partiels, les mémoires. Il y a d'autre part les corrections des manuscrits des auteurs, les corrections des épreuves avant impression. Donc, il y en a vraiment beaucoup de corrections. Ce qui est important, je pense, c'est de prendre correction, non pas dans l'acception de réprimande, de châtiment, de punition, mais vraiment dans l'idée que la correction, elle peut être constructive, que la correction, elle permet un échange et surtout une amélioration. Alors ça, c'est ce que j'essaie de faire constamment avec les étudiants, d'avoir des corrections constructives et aussi avec les auteurs de mes collections. La ponctuation. Alors là, ça va peut-être vous surprendre, mais maintenant, quand je vois le terme de ponctuation, je pense à Guillaume Apollinaire. Je vous dois évidemment peut-être quelques explications. En fait, en 1917, en juin 1917, je crois, Guillaume Apollinaire donne un entretien à Gaston Picard dans le quotidien Le Pays. Et Apollinaire explique que la ponctuation sert aux mauvais écrivains à justifier leur style, qu'il leur suffit d'ajouter une petite virgule par-ci, quelques tirets par-là, et puis qu'ils donnent l'impression que tout se tient alors que le style est exécrable. Et à partir de là, Apollinaire prône la suppression de la ponctuation, ce qui va contribuer, selon lui, à donner beaucoup plus d'élasticité au sens lyrique des mots. Et je
trouve ça amusant parce qu'on peut le relier au cinéma, c'est-à-dire que quand Apollinaire fait sa déclaration et donne ses explications, c'est l'année où il va écrire en fait son premier ciné-texte, son premier scénario avec André Billy, qui a pour titre La Bréatine. Et c'est très intéressant d'analyser ce texte parce qu'en fait, Apollinaire ne pense pas au style en écrivant ce scénario. Il écrit uniquement pour susciter des images. Et susciter des images en essayant de les faire s'enchaîner pour créer un rythme et créer justement ce mouvement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'avec cette absence de style et de ponctuation, finalement il a très bien compris le cinéma. Sujet. Bon, il y a toujours plusieurs sens, effectivement. Sujet, je vais le prendre plutôt dans le sens de thème. Et j'aurais envie, là il n'y a pas de S, il est au singulier, mais j'aurais envie de le mettre au pluriel parce que les sujets, les thèmes, c'est tous les centres d'intérêt, toutes les curiosités qu'on peut avoir et tout ce qu'on a encore toujours à apprendre, et ça c'est formidable. Directrice de la publication, je crois que vous l'avez compris, un sport de combat. Le mot et l'image, ça va nous ramener à la poésie, qui est un art à la fois du verbe et du visuel. « 115 pages ». Alors celui-ci, je pense qu'il est orienté. 115 pages, c'est à peu près le nombre de pages de mes chères petites collections. C'est un format auquel je suis très attachée, j'y tiens beaucoup pour plusieurs raisons, notamment parce que je veux que ça ait un effet apéritif, que ça donne envie, ça c'est encore une fois quelque chose d'important, et donc je suis attachée à ce format relativement court, mais s'il est court, il n'est pas pour autant superficiel, c'est un format dans lequel je demande une grande densité. C'est amusant parce que il y a eu un jour une auteure de la collection Le Cinéma des Poètes qui était interviewée par un journaliste, et le journaliste lui demandait combien de temps elle avait mis à écrire cet essai, donc d'à peu près 120 pages. Et il avait en même temps répondu dans sa question pour l'auteur, il avait dit vous avez dû me mettre à peu près 2 mois. Je ne sais pas s'il avait lu l'ouvrage, en l'occurrence c'était un travail qui avait nécessité plus de 10 ans de recherche. Il y avait beaucoup d'inédits, beaucoup de réflexions. Il y avait la substantifique moelle, en quelque sorte, pour faire un clin d'œil à Rabelais. Et donc ça, j'y suis très attachée. Un format court, mais qui en fait a nécessité beaucoup de recherche, et très dense, mais qui va être très compact. Et j'y tiens beaucoup. Et j'y dis pour plusieurs raisons. L'autre raison aussi, c'est que ces petits essais sont de fait à des prix assez abordables. Pour Le Cinéma des Poètes, ce sont des ouvrages qui coûtent 12 €, et ça, j'y tiens beaucoup, beaucoup aussi. Une place de cinéma. Même pas, si vous n'avez pas de réduction. Là, je ne vais pas casser le bocal. Alors, construction. Construction, ça me fait penser à Prévert, encore une fois. Prévert avait pour habitude de dire il y a des choses, plutôt que de les dire, il vaut mieux les faire. Et je trouve que c'est important de construire, que c'est important de bâtir. Ça nécessite souvent aussi qu'on soit un peu désinhibé de notre perfection, enfin en tout cas c'est mon cas. Mais c'est important, cet élan vital, cette construction, le fait de bâtir, de proposer, de construire. Ça, j'y suis très attachée. Je pense que, modestement, mais j'essaie d'être une bâtisseuse, de proposer comme ça un certain nombre de projets, que ce soit, puisqu'on s'est concentré sur l'édition, dans les collections, mais aussi dans les livres collectifs que j'ai pu diriger ou co-diriger. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Le sens critique, ça c'est très important, le sens critique aussi, il faut œuvrer à le développer, chez les plus jeunes, en ce qui me concerne chez les étudiants. C'est pas toujours facile parce que ça demande du temps, ça demande de l'approfondissement, et puis c'est pas confortable. Le sens critique, ça veut dire qu'il faut se remettre en question, qu'il faut s'interroger. Ça peut être très, très déstabilisant, mais oui, c'est capital, le sens critique, pour avancer, pour progresser, pour s'ouvrir. Très, très important.
Et le dernier? Et le dernier, alors que j'arrive à lire à travers le bocal, et on dirait une mise en scène préparée, parce que c'est l'oubli, pour terminer. Donc d'oubli, j'espère qu'il n'y en aura pas. Oubli, ça fait évidemment penser toujours, enfin moi ça me fait toujours penser à l'essai de Paul Ricoeur que j'aime beaucoup, hein. La mémoire, l'histoire, l'oubli. Et ça me fait penser bien évidemment à des questions qui me sont chères, mais au lien qui peut être parfois ambigu et qui existe entre la mémoire et l'histoire. Et donc peut-être en ce qui nous concerne aujourd'hui, l'histoire du cinéma aussi. Alors, dans le coin des nouveautés, il y a évidemment beaucoup de choses intéressantes et je trouve ma petite collection bien en place avec The Party. Le roman Nitrate que je viens juste de commencer, donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire davantage. Qu'est-ce qu'on trouve encore d'autre? Les carnets de René Alliot, le tome 3. Et je crois que par là, il y a les écrits de cinéastes auxquels je suis très attachée parce que c'est souvent très intéressant. Ah bah voilà, j'ai trouvé incontournable, mais on ne l'a pas encore cité dans l'interview, c'est évidemment Charlie Chaplin, le génie du cinéma. Et en fait, c'est les éditions du Sonneur qui ont édité 2 ouvrages de Chaplin, dont Mon Tour du Monde, qui date de 1931, qu'ils ont traduit, qui était inédit en français. Et c'est un témoignage évidemment à la Chaplin, un rondement mené avec beaucoup d'humour et extrêmement intéressant sur son tour du monde, sur le tour du monde qu'il mène à partir de 1931. Et pourquoi Chaplin ? Pourquoi Chaplin ? Mais parce que Chaplin est absolument incontournable pour le cinéma, c'est un des précurseurs, c'est un des génies à qui l'on doit évidemment beaucoup et qui a inspiré notamment beaucoup de cinéastes français dont on a parlé tout à l'heure. Carole Aurouet, si vous n'êtes pas trop épuisé par toutes ces questions que je vous ai assénées, on pourrait faire maintenant la 3e partie de notre controverse, c'est-à-dire un questionnaire entre Proust et Pivot. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes d'accord pour y participer? Mais pleinement, bien sûr. Donc on y va. Votre film préféré et pourquoi? Alors je crois que dans ce type de questionnaire, on a droit à un joker. Ah déjà? Et je vais le prendre d'emblée pour cette question-là. Ça sera son filet pour la suite, mais je vais prendre le joker pour le film préféré. J'y reviendrai à la fin. Le nanar que vous visionnez en cachette? Alors moi, je visionne rien en cachette. Je pense qu'il faut assumer ses goûts. Le nanar que je visionne le plus en cachette, je crois que je visionnais plus de nanars quand j'étais petite qu'aujourd'hui. Mais il y en a un qui me suit depuis toujours. C'est les 3 épisodes, les séries des Fantomas. Alors pas les excellents Fantomas de Louis Feuillade, mais les moins excellents Fantomas, on va dire, d'André Hunebelle, effectivement, avec Jean Marais, avec Louis de Funès. Il y a Fantomas se déchaîne, et Fantomas contre Scotland Yard, je crois, si je ne me trompe pas. Alors ils ont été tournés avant ma naissance, mais je les ai découverts petite, et je les regarde assez régulièrement. Votre comédien favori? Ah, mon comédien favori, je vais prendre un comédien vivant. Mon comédien favori, c'est Roch Dizem. J'apprécie beaucoup Roch Dizem. Si vous me donnez un moment, je l'apprécie beaucoup dans beaucoup de films, et je l'ai vraiment apprécié dans Les Sauvages de Rebecca Klotowski. Et puis dans un autre registre, j'avais été très touchée par sa prestation dans Roubaix de Desplechin. Ça doit être Roubaix, une lumière. Voilà, c'est ça, il y a un sous-titre. C'est vraiment un acteur qui est capable de jouer dans des registres différents et qui, je trouve, là, moi, je l'ai vu dans Le Principal. Alors, je n'ai pas encore vu Le Principal, mais j'en rêve. Votre comédienne favorite, alors? J'apprécie beaucoup, je suis là aussi souvent époustouflée par Mélanie Thierry.
J'avais trouvé absolument remarquable son jeu dans La douleur d'Emmanuel Finkiel à partir de Duras. Et elle est capable de jouer dans des registres extrêmement différents. Et je l'avais beaucoup aimé dans Tralala des frères Larieux, qui est un film que j'ai adoré. Et elle est dans l'établi, là. Oui, elle n'arrête pas, heureusement pour nous. Alors, une musique de film favorite avec, si possible, une petite vocalise à la clé. Non, ça, c'est pas gagné. À la clé de sol, hein. Alors, j'ai pas vraiment une musique de film favorite. Par contre, j'ai des compositeurs. Et j'ai un compositeur que j'aime infiniment, qui est Maurice Jaubert. Qui est mort très tôt, à l'âge de 40 ans, qui est mort en 1940 pour la France. Et c'était un compositeur de musique de film, entre autres, extrêmement brillant. On ne va pas pouvoir évidemment dresser une liste, un inventaire à la Prévert de tous les films dont il a composé la musique, mais juste pour resituer un petit peu, Zéro de conduite de Vigo, 14 juillet de René Clair, beaucoup de films de Carnet aussi, Le Quai des Brumes, Le Jour se lève, Hôtel du Nord, enfin vous voyez vraiment de nombreux films. Et ce que je trouve formidable dans la musique de Jaubert, c'est qu'il va pas composer des petites saillies mémorables dont on va se rappeler et qu'on va pouvoir éventuellement vocaliser. Il va vraiment composer une œuvre qui est intégrée à l'histoire, au scénario, qui est une œuvre globale. Donc je ne peux pas découper, je ne peux pas vocaliser, mais Maurice Jaubert, oui, fabuleux. Bon, puisque vous ne voulez pas chanter, vous allez nous dire une réplique qui fait mouche, selon vous. Vous allez être déçus, mais j'ai horreur des répliques qui font mouche. Je déteste les répliques qui font mouche parce que j'ai l'impression que la plupart du temps, elles sont posées comme un cheveu sur la soupe dans un film, et ça me dérange beaucoup. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup les dialogues de Jacques Prévert, c'est que justement, c'est pas des bons mots d'auteur qui sont posés là, pour qu'ensuite on les reprenne et qui marquent les esprits. D'ailleurs, c'est drôle parce que Prévert avait l'habitude d'expliquer qu'il ne comprenait pas pourquoi on dissociait scénariste et dialoguiste. Pour lui, c'était une aberration. Et pour expliquer cette aberration, il utilisait une analogie et il disait, c'est comme si en peinture, on avait le type qui peint le paysage, puis le type qui peint un arbre, l'arbriste. On ne peut pas dissocier les deux. Et justement, Prévert, il conçoit toujours le scénario et les dialogues ensemble. C'est pour ça qu'on n'a pas ces mots d'auteur qui sont là, parachutés, encore une fois, comme un cheveu sur la soupe. Mais puisque, vous m'avez demandé de chanter, je n'ai pas chanté, et de vocaliser, et que vous me demandez une réplique, c'est pas une réplique que je vais donner, j'ai envie de dire que c'est un vers, c'est une phrase de Prévert que j'ai positionnée sur la couverture de mon ouvrage. Vous avez trouvé, j'en suis sûre. C'est Les Enfants du Paradis. Exactement. Et alors, c'est vous qui allez la dire alors, cette réplique, ce vers. Paris est une bien grande ville pour tous ceux qui s'aiment d'un amour aussi grand. Non. Oh là là, non, vous n'y êtes pas trop là. Paris est tout petit. Ah voilà, c'est ça. Pour Paris ceux qui s'aiment comme nous, d'un aussi grand amour. Et justement, je l'ai positionné sur mon essai sur les enfants du paradis, sur la couverture. Je m'en souviens très bien et j'ai fait exprès de me tromper d'ailleurs. Alors, maintenant, on va être de plus en plus indiscret. Quelle est la revue du cinéma qui ne quitte jamais votre table de nuit et votre sac à main? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas parce que je lis de moins en moins de revues de cinéma, c'est-à-dire que je les lis occasionnellement, mais pas aussi fréquemment qu'avant. En revanche, je lis beaucoup d'essais cinématographiques. Et un film que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vais prendre le terme de ne peuvent pas connaître, enfin le verbe pouvoir au pied de la lettre, qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils sont empêchés, qu'ils n'ont pas la possibilité de voir. Dans ces cas-là, ça va m'emmener du côté du cinéma muet français, évidemment, des films qu'il est souvent plus difficile de visionner. Si je vais de ce côté-là, je vais pousser encore, je vais aller vers le comique parce que c'est aussi un genre qui est un peu dénigré et donc il est plus difficile de voir ces films. Et dans ces cas-là, je vais citer un metteur en scène qui est absolument capital pour l'histoire du cinéma et des années 10, qui est Léonce Perret. Et si je dois choisir un film, on va continuer à préciser, puisque je suis du côté des comiques, je vais choisir sa série comique, Tous les Léonces. Et en fait, le premier ne s'appelle pas Léonce, il s'appelle Le Homard, en 1913, avec la magnifique Suzanne Grandet et la non moins magnifique Valentine Petit. Donc Le Homard, 1913, Léonce Perret. D'accord. Et ça nous renvoie un peu à l'Étoile de mer, en fait. Le homard, l'Étoile de mer. Oui, si vous voulez. Et là, il y a un ancien aquarium. Alors maintenant, vous êtes monté en grade,
si on peut dire. Vous êtes producteur de cinéma et quel film vous allez maintenant décider de réaliser ou de produire, bien sûr? Alors c'est difficile parce que je suis passionnée et je travaille beaucoup par le cinéma invisible. Donc je traque les scénarios qui n'ont pas été tournés, et notamment les scénarios de poètes, Desnos, Artaud, Apollinaire, Albert Birot, etc. Donc il y en a beaucoup, mais j'ai quand même consacré une dizaine d'années de ma vie et de mes recherches à un film avorté. Et j'ai publié le fruit de ces recherches chez Gallimard, et ce film c'est La Fleur de l'âge de Carnet et Prévert. Donc ça serait la mise en production de La Fleur de l'âge de Carnet et Prévert. Merci. Alors donc, vous avez en charge de trouver un comédien ou une comédienne, ou les deux, pour illustrer des billets en euros. Un billet de 5 euros, allez. Qui choisiriez-vous? Alors, je vais choisir une femme et un homme. Femme, je trouve que ça serait quand même très drôle de choisir Musidora en femme fatale dans son collant de soie noire coupé par, dit-on, coupé par Paul Poiret directement sur son corps, et donc en vampire, en criminel, en femme fatale de la bande criminelle sur un billet de banque, ça serait pas mal. C'est parfait. Et alors le comédien? Le comédien... donc là, je vais choisir aussi un comédien qui est décédé. Je trouve que ça aurait de la gueule, que ça soit notre gueule d'amour nationale. Donc vous avez compris mon clin d'œil à Grémillon, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, à gueule d'amour. Ça serait Jean Gabin. Oui, Jean Gabin, ça aurait de la gueule sur un billet de banque. Oui, oui. Alors la dernière fois que vous êtes allé au cinéma, qu'est-ce que vous avez vu et où? On veut tout savoir. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée au cinéma pour une raison simple qui est que nous sommes en période de partiel, d'examen, de soutenance, de jury et en même temps de préparation de la rentrée. Donc c'est pas le moment propice pour trouver du temps et aller dans les salles de cinéma. La dernière fois que je suis allée dans une salle de cinéma, c'était de fait avant cette tornade, c'est-à-dire pendant les vacances de Pâques. C'était au cinéma Normandie de Cabourg et j'y ai vu un film coréen que j'ai beaucoup aimé. About Kim So-hee, qui est un film d'une jeune cinéaste, je crois que c'est son deuxième film, Julie Young. Et c'est un film policier, qui n'est pas forcément un genre que j'affectionne particulièrement, mais que j'ai trouvé formidable pour plein de raisons, notamment parce qu'il montre très habilement les manquements sociétaux et familiaux vis-à-vis d'une jeune fille qui va se suicider. Et peut-être... si je l'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il montre un système scolaire extrêmement libéral qui broie totalement la jeunesse coréenne. Et je l'ai vu aussi comme une sorte d'épée de Damoclès qu'on avait en France, notamment au-dessus de nos têtes, pour ne pas aller dans cette voie-là. Oui, en plus c'est une attaque en bonne et due forme de la formation, de l'apprentissage, comme on l'appelle. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on utilise les étudiants pour travailler, en fait. Exactement. Voilà. Et cette jeune fille... Mais c'est un très beau film, effectivement, je suis d'accord avec vous. Très subtil, je trouve, en mêlant ce registre policier et cette dénonciation sociale et universitaire, on va dire. Aimez-vous les films de genre? Et si oui, évidemment, lequel, par exemple? Alors j'avoue que je n'ai pas eu un grand engouement pour les films de genre. Je les trouve souvent un peu faits à la truelle, un peu grossier, mais c'est sans doute idiot de ma part, je n'en ai sans doute pas vu assez. La dernière question, c'est une question qui tue. Croyez-vous que Dieu aime le cinéma? Alors, je suis désolée, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un peu comme le Père Noël, Dieu n'existe pas. Mais s'il existait, je ne sais pas s'il aimerait le cinéma, en tout cas je l'amènerais dans une salle de cinéma pour le convertir, ça c'est sûr. Carole Houet, merci beaucoup pour votre patience et votre érudition. Merci à vous pour vos questions. Merci. Et maintenant, donc, la question, c'est quelle est votre actualité? Comme on a beaucoup parlé d'édition, je vais commencer par l'édition. Donc là, je suis en train de terminer un ouvrage important que je co-dirige avec Béatrice Depastre du CNC et Laurent Verret de la Sorbonne Nouvelle, qui s'appelle « Revoir le cinéma muet en France », qui va compter une quarantaine d'auteurs et on va essayer de faire le point sur les années 1908-1919. Ça va paraître aux éditions du Sonneur.
Et puis dans le cadre de mes collections, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, arrivent chez Grémézé dans les films sélectionnés 2 études de films de Renoir, en l'occurrence Boudu sauvé des eaux par Patrick Safar et French Cancan par Philippe de Vitar. Et puis également j'ai parlé tout à l'heure de L'une chante, l'autre pas de Varda par Hélène Fleckinger, et 4e titre pour vous montrer aussi le caractère très éclectique auquel je suis très attachée, La bataille d'Alger de Pontecorvo par Sébastien Denis. Donc vous voyez des films extrêmement différents. Pour ce qui est du cinéma des poètes, arrive, on en a parlé tout à l'heure, Audiberti et de Mandiargue, mais il y aura aussi Ruiz et aussi Borges qui seront les prochains titres. La 3e et dernière collection que je dirige, le cinéma invisible, verra le jour donc normalement en fin d'année 2023 avec 10 scénarios inédits qui seront proposés à la lecture et présentés par des spécialistes. Donc ça, je vais m'arrêter là pour le côté édition et parution. Sinon, dans un avenir proche, je vais donner plusieurs conférences. Je vous donne un exemple de conférence universitaire le 4 juillet à la Sorbonne sur l'atelier du biographe. J'aurai l'occasion d'expliquer comment on écrit une biographie, parce que j'ai commis une biographie de Jacques Prévert dans le grand amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne. Et puis je suis très attachée à la vulgarisation de la recherche aussi, donc je donnerai cet été en Normandie dans le cadre de la manifestation Rencontre d'été, théâtre et littérature, une conférence avec Laurent Verret sur cette chère Musidora pour contribuer encore à la faire connaître. Et puis peut-être une dernière manifestation à laquelle je suis très attachée et sur laquelle je travaille depuis un moment, qui se déroulera le 12 décembre 2023, donc à vos agendas tout de suite. En fait, je suis donc enseignante-chercheuse à l'université Gustave Eiffel, et cette année, nous commémorons le centenaire du décès de Gustave Eiffel. Et pour célébrer ses 100 ans, j'ai proposé à mon université une grande soirée ciné d'époque, c'est-à-dire que nous allons projeter des films de 1896 jusqu'à 1923, année de la mort de Gustave Eiffel, dans lesquels seront présents soit la famille Eiffel, soit des constructions d'Eiffel, par exemple la tour Eiffel. Il y aura un accompagnement musical pour certains de ces films. L'ensemble sera suivi d'un pot, bien sûr, et ça sera la soirée ciné d'époque qui permettra de célébrer les 100 ans de Gustave Eiffel, donc le 12 décembre à 19h dans ma chère université.